Bonjour à tous, je laisse tout le monde arriver. Déjà, merci beaucoup pour participer à ce webinaire et merci particulièrement aux intervenants, Monsieur Nicolas Bournadel avec le décalage horaire qui nous fait le plaisir aussi d'assister à cette réunion. Merci beaucoup aussi Pavillon France avec Madame Sophie Brincourt et Monsieur Laurent Saillard. Nous allons essayer en peu de temps de vous expliquer un petit peu l'intérêt de faire cette learning expédition avec la CPME 31 et la CPME nationale qui aura lieu du 2 au 9 octobre 2025 pendant un événement incontournable, je pense, qui sera cette année au Japon, qui est l'exposition universelle à Osaka. Voilà, donc l'exposition universelle est assez, disons, intéressante parce que le thème est concevoir la société du futur et imaginer notre vie de demain. Et puis après, je laisserai bien entendu le pavillon France pour développer leur thème qui est vraiment assez exceptionnel sur Osaka et avec un pavillon qui est vraiment de qualité là aussi. J'ai eu l'occasion de le voir en virtuel et c'est vrai que ça va être un très très grand moment de participer à cet événement. MyCom a été, choisi pour organiser la mission Learning Expédition CPME nationale et CPME 31. Ok, donc en collaboration. Cela vient aussi d'un fait que nous étions aussi déjà à l'exposition universelle de Dubaï, qui avait rencontré finalement un très très grand succès, puisque avec les différentes CPME de région et CPME nationales, on avait déplacé sur 3 ou 4 dates à peu près une centaine, un peu plus de 100 à 120 entreprises, ok, sur Dubaï. Voilà, donc je ne vais pas trop tarder, je reviendrai à la fin sur cette learning expérience par rapport au contenu, mais nous allons commencer tout de suite par Monsieur Thibault, donc Monsieur Thibault Fabre pour Business France. Écoutez, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci là pour cet échange qui nous permet effectivement de parler de l'expo et puis des différentes actions que vous allez mener avec la CPME. Juste quelques mots, moi-même je suis Thibault Fabre, donc je suis le directeur de Business France ici au Japon. Et pour la zone Asie du Nord-Est qui comprend également la Corée du Sud et Taïwan. Il me revient là de peut-être poser quelques éléments de contexte sur à la fois le Japon, ses enjeux économiques, ses défis. Ce que je vais essayer de faire très brièvement, de toute façon, la slide qui apparaît à l'écran, il y a 2 diapos au final. Vous pourrez effectivement les diffuser à l'ensemble des participants sans aucune difficulté. Donc je m'en détacherai peut-être un petit peu pour au final axer mon discours introductif sur 3 points. Le premier, c'est que on est dans un moment assez inédit au Japon parce que et ces 3 points, qui à mon avis plaident pour effectivement et justifient pleinement les enjeux et la mobilisation et l'intérêt que vous portez au Japon. Le premier, c'est que le Japon, dans son histoire en tout cas économique, vit un moment assez unique et assez singulier parce que jusqu'à présent on regardait toujours le Japon comme, en tout cas ces dernières années, un pays qui était en stagflation, avec une croissance assez limitée, un pays sans aucune inflation et des perspectives qui effectivement semblaient assez atones. Et finalement, on est dans un moment où ce contexte économique est en train de changer et de façon assez radicale par rapport au paysage qui prévalait jusqu'à présent. D'abord parce que pour la première fois depuis de nombreuses années, le Japon connaît de l'inflation et cette inflation, elle se traduit par effectivement principalement les chocs qui sont liés à la fois à la sortie du Covid, les problèmes de chaîne logistique, de tout ce qui a été d'approvisionnement, et puis ensuite les crises qui se sont succédées, d'instabilité partout dans le monde. Et comme le Japon est très dépendant
de ressources extérieures, à commencer par l'énergie, mais aussi un certain nombre de matières premières. Il y a eu un phénomène d'inflation importée qui, pour la première fois, a touché assez fortement le Japon. À ça, vous ajoutez le fait que il y a aussi dans ce contexte-là une faiblesse, et j'y reviendrai, du yen, qui par rapport au dollar et par ricochet à l'euro a aussi décroché, a contribué aussi à cet effet non seulement d'inflation liée au renchérissement de matières premières énergétiques, mais aussi une inflation par les prix compte tenu du renchérissement des importations. Et tout ça est venu un peu télescoper, les décideurs économiques et la politique économique du Japon, avec phénomène assez inédit, pour la première fois, une banque centrale qui a décidé d'augmenter significativement ses taux d'intérêt, des négociations salariales annuelles entre le patronat et les salariés qui ont vu consécutivement, et cette année encore vraisemblablement, servir des augmentations totalement inédites pour effectivement juguler et redonner du pouvoir d'achat et de la capacité de consommation dans ce Japon. Donc on voit que les lignes sont en train de bouger. Les perspectives de croissance économique, les dernières qui sont sorties de la part du FMI, placent la croissance entre 1,1 et 1,5% et sur l'année 2025. Donc, avec un relatif succès au final de ces premières décisions qui sont prises, et donc donne là, matière à une dynamique, en tout cas une inflexion de un peu cet endormissement, en tout cas, de l'économie japonaise qui reprend de la vigueur, avec qui plus est une économie, mais ça vous le savez tous, qui est quand même parmi les premières économies mondiales et qui reste une très grande puissance industrielle et positionnée sur des secteurs qui sont aujourd'hui les secteurs de pointe, d'avenir et de croissance très forte, puisque le Japon se caractérise encore par environ 30% de son PIB qui est lié au secteur industriel, ce qui est unique dans les économies développées. Donc c'est peut-être et puis aussi ce que je voulais vous dire, d'avoir à l'esprit que pour positionner un peu le Japon par rapport à la France, on est en termes de richesse, si on rapporte le PIB par habitant, quelque chose d'assez équivalent à la France, donc un PIB certes supérieur à la France, qui place le Japon comme 4e économie mondiale, juste derrière l'Allemagne, mais au final une richesse par habitant qui est à peu près la même. Donc ça, c'est peut-être les choses qui me semblaient importantes à signaler. Vous dire également qu'on est dans un contexte, extrêmement sécurisé, encadré, ne serait-ce que par un accord de partenariat économique avec l'Union européenne, ce qui a eu pour effet le démantèlement d'un certain nombre de barrières tarifaires, en particulier sur les biens de consommation, donc ce qui rend aussi ce marché plus accessible pour toutes les entreprises françaises et qui a pleinement joué dans le secteur agroalimentaire. C'est un de nos premiers excédents au monde, mais également dans le domaine pharmaceutique, des biens de consommation, du luxe, des produits de beauté et d'autres. Donc ça, c'est aussi ce qui me semble important à noter, et que dans la relation entre la France et le Japon, il y a quelque chose de très singulier, parce qu'il y a un goodwill naturel de la perception de la France par les Japonais. C'est alors naturellement une perception assez traditionnelle, mais qui néanmoins est extrêmement positive, et réciproquement du reste, mais qui du coup crée aussi, spontanément, alors c'est pas une condition, c'est pas suffisant pour réussir au Japon, mais en tout cas une attractivité supplémentaire aux produits français, à la France, au savoir-faire français. Et
certes, c'est sur des secteurs traditionnels, mais on est aussi identifié comme, et c'est des similitudes avec l'économie japonaise, une grande nation ferroviaire, une grande nation aéronautique, une nation de constructeurs automobiles. Et pour un peuple d'ingénieurs et de techniciens comme sont les Japonais, ce sont des choses qui résonnent extrêmement positivement, qui créent de la proximité. Et vous ajoutez à cela le fait que un des enjeux du Japon, c'est l'innovation, c'est de dynamiser son écosystème d'innovation, notamment des startups, et que le modèle français de la French Tech est un modèle qui inspire énormément les autorités japonaises et qui l'ont calqué sur la dynamique ici pour amplifier le mouvement auprès des startups et de l'innovation. Donc vous voyez, il y a plein de choses qui font que c'est un moment extrêmement intéressant, extrêmement pertinent et un lien très très fort entre la France et le Japon. Le deuxième point que je voudrais sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est l'enjeu démographique. Donc comme toutes les puissances aujourd'hui industrialisées, développées, il y a un phénomène effectivement de vieillissement de la population. C'est particulièrement marqué en Asie, mais excessivement fort ici au Japon, puisque le taux de natalité est de 1,1 enfants par femme, et crée à de nombreuses conséquences, non seulement sociales bien sûr, mais économiques également, puisqu'il y a aujourd'hui environ 800 000 personnes de moins chaque année au Japon. Donc vous voyez que c'est assez palpable, c'est quelque chose qui peut se ressentir, je veux dire, ou presque se voir. C'est pas juste sur un temps de moyen ou de long terme. Et ce défi démographique crée énormément. D'abord, on a une population vieillissante avec des modes de consommation qui changent, avec des enjeux en termes d'accompagnement, de santé, du grand âge, de la consommation aussi, et naturellement sur le bas de la pyramide des âges, un effritement très fort de nouveaux rentrants sur le marché du travail, et donc une tension assez forte sur le marché du travail, en termes de pénurie de main-d'œuvre aujourd'hui, qui est un des défis auxquels doit faire face le Japon. Et le Japon entend en partie répondre à ce défi par finalement la technologie et l'automatisation d'un certain nombre de process. Donc tout ce qui va participer à pouvoir, j'allais dire, économiser entre guillemets de la main-d'œuvre, non pas pour des questions de coût, mais pour des questions de disponibilité, vont intéresser les Japonais. Et par ailleurs, c'est un double intérêt pour eux, c'est que le Japon n'est pas forcément en avance sur le terrain de la décarbonation, et de ce point de vue-là, entre l'exigence technologique pour pallier à la pénurie de main-d'œuvre et celle de la préservation des ressources, fait un double intérêt par rapport aux solutions, à l'expertise que peut porter la France et ses entreprises. Et sur le haut de la pyramide, sachez que du coup, on a une population avec un très fort pouvoir d'achat, une population avec une consommation plaisir assez forte, et quand on regarde les chiffres de l'économie du luxe, et en particulier de nos grandes maisons du luxe ici au Japon, c'est certainement un des marchés, alors que la Chine tousse un peu, que d'autres économies, effectivement, sur ces produits sont peut-être un peu plus hésitantes en termes de croissance. Le Japon continue d'accélérer et donc témoigne bien de cette vitalité, en tout cas sur la consommation intérieure. Donc ça, c'est peut-être aussi ce que je voulais signaler sur le deuxième point. Et puis le troisième point, c'est naturellement que après les Jeux Olympiques de Paris, où toutes les caméras, tous les projecteurs ont été braqués sur la France, le grand événement international de 2025, c'est l'exposition universelle d'Osaka et le pavillon France. Donc c'est d'abord, il est attendu, il est ambitieux, et pour le Japon, c'est un rayonnement très important, une étape majeure, qui va faire que l'ensemble des yeux de la planète seront tournés vers le Japon et vers Osaka. Et donc ce sont des plateformes extrêmement intéressantes, très privilégiées, pour à la fois montrer, démontrer,
soit j'allais dire capitaliser sur cette image France qui est déjà extrêmement positive et qui fait que on a là quelque chose à saisir de façon unique dans ce que va apporter cette exposition universelle au Japon. Et peut-être un dernier point, c'est vous dire également que le marché japonais, d'abord, il faut jamais s'auto-censurer. Et le marché japonais, c'est pas un marché qui est réservé aux grands groupes. Il faut pas être grand, puissant, avoir beaucoup de ressources humaines, beaucoup de moyens financiers pour réussir au Japon. D'abord parce que un peu plus de quasiment 30% de la valeur de nos exportations est le fait de PME ETI. Et on pourrait dire que la proximité de l'Europe, par exemple pour l'Italie ou la Belgique, ce chiffre est plus important. Il est plus bas. Ce qui veut dire qu'au final, la place qui est réservée à des savoir-faire, à des expertises, à des produits de niche est extrêmement intéressante ici au Japon. Quand je regarde aussi un autre indicateur, la population des VIE au Japon, il y en a 250 aujourd'hui de jeunes volontaires internationaux en entreprise. La moitié des entreprises utilisatrices sont des PME et des ETI. Donc, c'est vraiment un marché sur lequel chacun, avec sa différence, son expertise, ce qui le singularise par rapport à l'autre, l'histoire de ses produits, de sa technologie, peut trouver, un lieu, en tout cas, et une écoute ici au Japon, sur un marché extrêmement érudit, très mature dans sa consommation, et qui explique aussi pourquoi les produits français intéressent autant. Et enfin, dernière chose, naturellement, le yen pénalise un peu nos produits parce que comme il est bas et qu'on vend en euros, ça renchérit le coût de nos exportations, mais c'est pas propre à la France. Tout le monde est logé à la même enseigne parce que le décrochage du yen, il est vrai par rapport au dollar, il est vrai par rapport à l'euro. Et vous dire également que les Japonais n'ont pas repris le chemin de l'international en matière de tourisme parce que c'était une population très importante d'un point de vue touristique et qu'aujourd'hui elle se concentre et elle reste beaucoup plus sédentaire au Japon et que le budget qu'elle prévoyait pour ce voyage au long cours qui passait par l'Europe et la France obligatoirement, il est fléché vers une consommation immédiate, plaisir, loisir, qui fait que aujourd'hui il y a de la place aussi, et c'est un game changer par rapport à la façon dont les importateurs, les distributeurs élargissent leur gamme, cherchent un peu plus de profondeur par rapport à ce qu'ils pouvaient proposer jusqu'à présent. Et enfin, et j'en terminerai là pour vous dire que Business France, avec la Chambre de commerce, Nicolas parlera juste après moi, je crois, dans le cadre du programme des entreprises qui se déplaceront et de ce que vous proposez, Monsieur Lalouve, sachez vraiment qu'en tandem avec la Chambre de commerce, Business France et ses équipes, puisque nous, on est là pour développer des opportunités d'affaires, pour vraiment connecter avec les écosystèmes du business, on peut en complément et en appui, en tout cas à toutes les entreprises qui voudraient profiter de ce déplacement pour identifier des partenaires, pour développer effectivement un courant d'affaires ici au Japon, les accompagner, organiser des programmes de rendez-vous en complément de la mission que vous ferez très bientôt au Japon et on vous attend de pied ferme. Voilà. Fabre, c'était très très intéressant et très instructif, mais donc parfait. Et j'espère que nous aurons l'occasion de nous rencontrer très souvent sur Osaka cette année. Voilà. Maintenant, je vais passer le témoin à Monsieur Nicolas Bonardel. Je lui laisse se présenter. Et puis après, nous continuerons aussi avec le point important aussi que le pavillon France. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Tipova. À vous, Monsieur Bonardel. Oui, bonjour à tous. Merci pour l'organisation de cette réunion. C'est toujours un plaisir de parler du Japon et d'intervenir après mon ami Thibaut, donc parce qu'on travaille, comme il l'a précisé, ensemble. Je vais prendre le dernier point qui, effectivement, il a illustré sur le fait que
et vous donner des bonnes raisons de venir au Japon avec Lucien Laloum, qui fait un travail extraordinaire d'organisation qui est pas facile. Donc pourquoi le Japon et pourquoi effectivement les petites entreprises, puisque la CPME, il y a beaucoup de petites entreprises réussissent mieux encore au Japon. Déjà, je vais commencer par moi. C'est-à-dire, je suis directeur de la Chambre de commerce française au Japon et on est un peu une illustration puisque nous sommes devenus depuis quelques années la plus grande chambre étrangère au Japon. J'en tire aucune gloire personnelle. Ce sont les entreprises à qui tout le mérite revient. Les entreprises françaises qui, de fait, ont une présence plus importante que la chambre américaine, allemande, anglaise, italienne et même coréenne, par le nombre d'entreprises et par les succès sur place. Donc, je trouve que c'est la meilleure illustration que vous pouvez avoir pour montrer que les TPE, les PME, et les grands groupes bien sûr français, mais les petites structures aussi réussissent extrêmement bien dans ce pays. Pourquoi ? Pour de multiples raisons. D'abord, contrairement à l'image peut-être qu'on peut avoir, le Japon est finalement a beaucoup de points communs sur le plan des affaires avec les entreprises françaises. Ce sont des pays qui apprécient le savoir-faire, qui comprennent le savoir-faire. Donc là déjà, il y a une attirance mutuelle forte. Et quand je dis savoir-faire, c'est dans tous les domaines. Il y a eu bien sûr historiquement le savoir-faire plutôt agroalimentaire, gastronomique, textile, mais qui a évolué, produit de la maison, mais qui a évolué bien sûr dans la technologie assez rapidement, l'automobile, l'aéronautique, etc. Donc ça déjà, on a une compréhension, on partage les mêmes valeurs, et ça compte beaucoup dans le monde des affaires. C'est un pays ici où on fait des affaires quand il y a une relation de confiance qui préexiste. Et finalement, on voit que les hommes d'affaires français se retrouvent aussi beaucoup dans la façon de fonctionner, au-delà des différences, bien sûr, que nous avons, mais les points communs sont plus forts que les différences. Également, deuxième raison, c'est un pays extraordinairement francophile. Alors, certains me diront, oui, la France est un pays apprécié partout, et c'est vrai, mais la différence, c'est qu'au Japon, vous avez un consommateur extrêmement averti, extrêmement éduqué, auprès duquel vous pouvez faire du storytelling pour développer justement toute votre histoire. Et la France regorge d'histoires incroyables au niveau des marques, au niveau des entreprises. Bon, des fois, on n'a même pas vraiment conscience, mais nombreuses entreprises, donc je crois que c'est la CPME 31, enfin il y a des entreprises formidables chez vous, au-delà bien sûr d'Airbus, des fleurons, mais qui ont vraiment des parcours remarquables, et donc expliquer ça alors que ça soit sur le plan industriel, mais je répète aussi grande consommation, fait qu'on voit bien, on a beaucoup de sociétés qui réussissent très très bien en valorisant toute leur histoire. Troisième raison, et ça Thibault l'a dit aussi à l'introduction, c'est le moment Japon. On voit bien, ça fait quelques années que je suis en Asie et au Japon, donc j'ai pu suivre les cycles et on est clairement dans un moment extrêmement favorable. Il y a eu le phénomène un peu on a baptisé dérisking vis-à-vis de la Chine, où beaucoup de sociétés ont relocalisé des sièges de décision, des sièges régionaux à Tokyo, ce qui était le cas il y a 40 ans, 50 ans, pour ceux qui ont connu ça, mais qui ensuite ils étaient tous partis à Shanghai ou Hong Kong, et maintenant ils reviennent tous à Tokyo. Même Singapour fait plus vraiment le poids parce que bon, c'est uniquement une capitale pour des échanges, je dirais, sur des services ou des secteurs très spécifiques. Mais là où il y a un vrai marché, c'est l'Asie du Nord-Est et avec le Japon au milieu. Donc les sièges ici reviennent, les décideurs, l'économie japonaise se porte très bien et le Japon reste un pays de référence. C'est-à-dire que pour ceux parmi vous, certains peut-être ne sont encore jamais allés en Asie, et donc c'est l'occasion d'aller voir ce qui se fait de mieux. Et quand vous êtes allé au Japon, et que vous réussissez au Japon, ça vous donne la meilleure carte d'entrée sur toutes les économies environnantes. Un autre facteur également important au Japon, c'est que c'est un pays, c'est pas non plus forcément le cas partout, extrêmement sûr, stable. Alors on le voit bien dans la vie personnelle, c'est beaucoup d'images assez connues, des clichés, mais qui sont justes pour ceux comme Thibault et moi qui vivons ici. Au Japon, il n'y a jamais de vol.
le vol n'existe pas. Si vous perdez votre portefeuille dans le métro avec tout votre argent, il vous sera rendu intégralement. Et dans les affaires, c'est pareil. Les Japonais mettent un point d'honneur à payer en temps, en heure, et attendent bien entendu la réciproque. Mais voilà, donc pour des PME, TPE, pour qui l'export est forcément toujours un risque, qui n'ont pas forcément une trésorerie, une trésorerie limitée. Savoir que vous êtes sur un pays où, si les affaires se font, les engagements sont tenus, c'est quand même assez confortable. Et ça, c'est vrai que travailler ici depuis plusieurs années, ça donne un confort dans les affaires vraiment intéressant. C'est un pays aussi rémunérateur, c'est-à-dire les Japonais ne cherchent pas à marchander pour le prix à tout prix. C'est dans les discussions. Le prix est peut-être la dernière chose qu'on discute. On discute d'abord qualité, on discute innovation. Et si vous avez une offre avec du contenu, avec de l'innovation, le Japonais paiera le prix qu'il faut. L'image, c'est que le Japonais qui rentre dans un magasin, il prend toujours ce qu'il y a de plus cher. Et sous-entendu, il attend bien entendu que la qualité soit cohérente avec le prix, mais voilà, on ne transige pas avec la qualité, on prend ce qu'il y a de mieux, et ça, la France, bien sûr, on pense au luxe, mais même dans toutes les composantes de ce que vous faites des produits de qualité, et donc le Japon est un extraordinaire marché pour valoriser cette qualité à des marges qui finalement sont souvent supérieures à ce que vous pouvez pratiquer ailleurs. Donc, échanger avec des entreprises qui font déjà des affaires au Japon, c'est pas pour rien que le mettent souvent dans leurs pays favoris, c'est là où elles font la meilleure profitabilité. Il y a un dernier point intéressant, c'est qui illustre aussi le retour, je dirais, à la mode du Japon, c'est le tourisme. Le Japon est devenu la première destination touristique en Asie et une des premières dans le monde, parce que il y a ce soft power japonais qui marche, et donc ça génère aussi bien sûr une économie intéressante, et on voit bien qu'il y a une attirance forte pour les cultures japonaises, et voilà, parce que certains d'entre vous viendront pour comprendre le Japon, découvrir le Japon sur son plan touristique, sur le plan culturel, mais on espère sur le plan des affaires, mais sur le plan effectivement des visites touristiques du Japon, c'est ce que les gens qui ont beaucoup voyagé disent que c'est le pays où on est le plus dépaysé. Et j'entends régulièrement ça, et vraiment des voyageurs parmi vous, et vous nous confirmerez après cette mission, mais je suis convaincu que le Japon sera pour vous une terre de découverte importante. Et bien sûr, l'expo d'Osaka, qui est donc, ça fera la transition avec nos amis de la Cofrex, sera évidemment un endroit extraordinaire à visiter. J'ai eu le plaisir personnellement de visiter celle de Dubaï, c'était incroyable. Avec le pavillon France et toute l'expo. Donc, bien sûr, vous venez pour le Japon, mais pour ceux qui peut-être aussi n'ont pas eu la chance de visiter l'expo universelle, c'est quand même quelque chose à faire une fois dans sa vie. Vous allez voir, c'est vraiment un moment incroyable. Donc, tout ça, j'espère, vous donne des raisons supplémentaires à venir profiter. J'oublie un dernier point, puisque vous venez la semaine, je crois, Monsieur Laloum, vous me corrigez si je dis des bêtises, la première semaine d'octobre, du 2 au 9 octobre, dans cette période-là. Nous aurons, c'est une excellente semaine, très bien choisie, nous aurons deux grands événements sur lesquels vous êtes aussi cordialement invités. Donc, Monsieur Laloum a les informations. C'est nos soirées de gala françaises. Une sera à Tokyo le 6 octobre, mais surtout celle d'Osaka le 9 octobre. Donc ce sont des options, bien entendu, mais ça, à la fois, ça vous permettra de rencontrer beaucoup de personnes sur place, japonaises, françaises, dans une grande soirée française autour d'un chef étoilé, de performances artistiques, de tombola assez incroyables, des grandes marques françaises bien connues. Je ne ferai pas de publicité, mais vous imaginez, vous voyez qui je pense. Pour célébrer l'amitié franco-japonaise, développer la relation de confiance dont je parlais précédemment
pour ceux qui sont peut-être déjà, vous pouvez inviter vos partenaires, bien sûr, ceux qui en auraient, j'espère qu'il y en a, ou vos futurs partenaires. Voilà, donc je voulais juste préciser qu'on a ces deux moments qui tombent bien si ça colle, et je crois que c'est le cas avec la période choisie par Monsieur Laloum. Et voilà, je m'en arrête là et vous remercie encore et vous attends avec impatience sur place. Merci beaucoup, Monsieur Nicolas Bonardel. Oui, je vous confirme bien que nous sommes juste dans cette période-là, du 2 au 9 octobre, et nous serons aussi, je reviendrai un peu plus tard là-dessus, sur la thématique que nous allons aborder pendant cette période-là. Maintenant, la transition se fait automatiquement vers je pense, le point fort de ce voyage aussi, qui est l'exposition universelle, mais surtout le pavillon français, qui va être incontournable et je pense d'une réalisation vraiment parfaite et assez exceptionnelle, et surtout les thématiques, je laisse parler Laurent Saillard et Sophie Brincourt qui parleront beaucoup mieux que moi du pavillon France. Merci Laurent, merci Sophie de votre présence ici. Je sais que votre temps est très, 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 très chargé aussi. Donc, voilà, je vous laisse parler du pavillon. Merci encore. Bien, bonjour Lucien, bonjour à tous. C'est toujours bien d'être effectivement avec les territoires, avec les régions, parce que ça permet aussi de caler le pavillon France dans le terroir. Et ça, pour moi, c'est un point important, comme vous allez bientôt le voir sur un certain nombre de sujets. Donc, on va essayer de vous faire une présentation très rapide du pavillon pour vous dire un petit peu ce qu'il en est et de l'exposition. Donc, l'exposition Zacharia 25, il y a 2-3 éléments effectivement à retenir. Comme vous pouvez peut-être le voir sur le plan, l'avantage du pavillon France, c'est d'être en face de l'entrée principale de l'exposition universelle. Donc, en termes de zone de chalandise, entre guillemets, c'est un point qui est extrêmement important, puisqu'on a la capacité effectivement de pouvoir attirer beaucoup de visiteurs. On y reviendra certainement dans quelques instants sur le nombre de personnes, et nous sommes entre le pavillon américain et il devait y avoir le pavillon russe, mais pour des raisons qu'on peut imaginer, le pavillon russe ne sera pas présent, donc nous aurons quand même une visibilité énorme et nous serons à proximité du pavillon japonais. Donc ce qui veut dire que pour nous, notre objectif évidemment, c'est de faire partie du top 5 des pavillons les plus visités. Alors, les dates, ça c'est un point important, c'est un moment qui va durer 6 mois. 6 mois, c'est un moment qui est parce qu'on est sur le lit. C'est le direct et c'est Cognac Jet. Comme on est une petite équipe, si vous voulez, c'est un plateau, la Cofax actuellement, c'est 12 personnes sur un espace de 20 mètres carrés. Il ne manque plus que les machines à coudre et tout se passera très bien. Bien, donc je reprends la présentation. Donc c'est sur une exposition, donc c'est sur les 6 mois. Je pense qu'il y a deux informations à retenir qui sont majeures. C'est que c'est un événement qui permettra d'accueillir 28 millions de visiteurs avec une majorité de personnes venant d'Asie et surtout du Japon. Ce qui explique le fait que nous avons calé nos messages de scénographie sur cet espace-là. Le deuxième point aussi en termes de praticité, c'est qu'on est à proximité de Downtown Osaka, si on peut parler de Downtown, et ce qui veut dire qu'il y a une ligne de métro, donc ce qui facilite grandement la venue sur le pavillon. Alors, le thème, Lucien l'a évoqué tout à l'heure, concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain. Ce que vous voyez à l'écran, c'est tout le site sera entouré dans ce qu'on appelle un ring, qui permet effectivement d'avoir une signature esthétique sur l'exposition, et nous serons dans la partie inspirée Lévy. Alors, fil rouge du pavillon. Le fil rouge du pavillon, notamment, je ferai écho à ce que disaient Thibaut et Nicolas tout à l'heure, un des objectifs majeurs de la relation franco-japonaise et du pavillon France. Le pavillon France, qu'est-ce que c'est? Quelque part, c'est un paquebot. C'est un outil qui permet effectivement de pouvoir défendre les intérêts de la France à l'étranger. Alors, ça veut dire concrètement pour nous, c'est que dans la situation du Japon, ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est qu'il y avait effectivement une perte peut-être de présence de la France, notamment des plus jeunes. Et tout notre objectif sur le pavillon, c'est de pouvoir mettre en avant un hymne à l'amour qui soit le véritable fil rouge du pavillon, et c'est de voir de quelle façon on va pouvoir mettre en rapport
des événements culturels français, des territoires français avec des événements et des territoires japonais. Donc je peux pas vous en dire plus puisqu'on aura le reveal du pavillon dans sa partie scénographique avec la présence du président de la République le 4 février prochain. Mais vous verrez que les territoires, comme je le disais en introduction, ne sont pas mis à l'écart, ils sont plutôt mis à l'honneur, notamment dans un espace dédié qui est l'espace qui est lié à la grande image qui permet de mettre en avant un certain nombre d'espaces dans l'exposition permanente. Et nous avons d'autres participants, et nous avons un participant qui est important, qui est votre région, évidemment, une zone viticole importante, et nous avons par exemple le Civa, les vins d'Alsace qui seront présents, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on n'aura pas d'autres personnes, mais en tout cas ce qui montre la nécessité et la volonté d'avoir des personnes, des territoires. Donc, point important pour nous, vous avez ici l'ensemble des partenaires qui interviennent. Comme le disait tout à l'heure Nicolas, on n'a pas uniquement des gros, on a aussi des petits, des moyens. Alors certes, vous avez des gens comme Vuitton, mais vous avez aussi des gens comme les Tricots Saint-James. Vous avez aussi des gens comme le port de Dunkerque. Vous avez des gens comme Barisol qui fait des toiles tendues. Donc notre objectif évidemment, c'est pas de promouvoir les grands groupes, etc., mais c'est aussi de promouvoir tout ce qui est PME, ETI, et c'est là où on est dans notre mission quelque part de service public, puisque Cofrex est certes une société par action simplifiée, mais qui reçoit de l'argent de l'État et qui reçoit de l'argent effectivement d'un certain nombre de partenaires. Donc vous voyez qu'on a un écosystème qui est très très étendu, et ça va même sur la dimension culturelle, parce qu'on a des pièces qui viendront du musée Rodin, mais nous aurons aussi des pièces qui viendront d'Aubusson et de la tapisserie de la manufacture d'Aubusson. Donc vous voyez qu'on a un spectre très très large dans les personnes que nous faisons venir sur le pavillon. Alors, la programmation. La programmation, quand on construit une exposition universelle, c'est deux choses. C'est d'une part un contenant, c'est un pavillon. Donc, on a vu très très rapidement tout à l'heure les contours. Et c'est aussi un contenu. Et dans le contenu, il y a trois choses qui sont majeures. Il y a d'une part la programmation qui tourne autour de quinzaines thématiques, ce qui permet de renouveler le discours sur le pavillon et de raconter des choses différentes. C'est-à-dire, je vais prendre des exemples, MyCom qui est associé à toute la partie sport, c'est important. La société BED qui sera associée à toute la partie sur égalité homme-femme. Et qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre en avant sur des petites Barisol aussi? Donc, c'est des choses qui sont très, très différentes. Et pendant ces quinzaines thématiques, au sein du pavillon, il va y avoir un certain nombre d'événements qui seront en liaison avec la création, avec tout ce qui est climat, avec espace. Donc ça, c'est un point important qui permet de faire vivre le pavillon et qui permet surtout d'attirer des personnes, des entreprises et de faire quelque part un petit peu du speed dating en termes de business. C'est toujours un point important par rapport effectivement aux personnes qui sont présentes sur le pavillon et ça permet de créer des liens avec des entreprises japonaises. Deuxième événement, c'est les expositions temporaires qui permettent aussi d'avoir une présentation d'un certain nombre de savoir-faire et d'audace des acteurs français. Et actuellement, nous avons 5 expositions temporaires sur les maisons Céline, sur les maisons Chaumet, sur Fondation Tara Océan, sur CEA. Et donc, c'est autant d'éléments qui permettent d'avoir une vision qui soit complètement kaléidoscope, si je puis dire, des savoir-faire français. Alors, on a mis X journées spéciales. Le point d'orgue, évidemment, de l'exposition, ce sera la Journée de la France qui se tiendra le 13 septembre prochain. Et on aura un certain nombre d'autres journées spécifiques, Journée de l'Europe et autres, qui permettront d'animer le pavillon. Et évidemment, pendant tous les 6 mois de l'exposition, nous aurons un certain nombre de, d'opérations qui sont, par exemple, des événements, œnologiques, des dégustations, il y aura des présentations. Donc, ce sera quelque chose qui sera extrêmement varié parce que par rapport aux 28 millions de personnes qui sont attendues et notre volonté d'avoir 5 millions de personnes sur le pavillon France, c'est d'avoir la possibilité d'avoir une offre dédiée avec des publics qui soient totalement différents.
Là, on vous a mis les quinzaines thématiques qui sont effectivement en cours, qui permettent d'avoir un état de la situation. En jaune, il y a des quinzaines libres qui sont sur la paix, l'éducation, le climat et l'espace, mais vous voyez que sur les autres quinzaines, on a effectivement des intervenants qui sont totalement différents. Et cette différence, c'est un petit peu ce qui fait la richesse du pavillon. Parce que ça permet d'avoir, comme je le disais il y a 30 secondes, des publics, et ça permet d'avoir des partenariats qui soient totalement différents. Et c'est ce qui est important lorsque l'on monte une exposition universelle à travers la participation d'un pavillon. Les expositions temporaires. Là, ce que vous avez à l'écran, c'est évidemment l'endroit où vont se tenir les expositions temporaires, parce que qu'est-ce qu'il faut retenir sur la construction du pavillon? Le pavillon, c'est plusieurs espaces. C'est d'abord une exposition permanente qui fait environ 1200 mètres carrés. Dans ces 1200 mètres carrés, vous avez les principaux partenaires Gold qui vont présenter un certain nombre de scénographies autour d'un hymne à l'amour. Et l'idée, évidemment, c'est de faire circuler l'ensemble de ces personnes dans l'exposition permanente. Parallèlement, vous avez un espace qui est dédié aux expositions temporaires qui fait à peu près 100 mètres carrés. Et sur cet espace des expositions temporaires, ça permet d'avoir un renouvellement du discours pendant l'ensemble des 6 mois. Et par ailleurs, vous avez un espace qu'on peut peut-être annoncer dans la présentation. Les journées spéciales, on l'a évoqué tout à l'heure. Les espaces du pavillon, c'est là où je voulais en venir. Donc voilà, vu en coupe, alors je vais reprendre. Sur la droite, vous rentrez par le pavillon. C'est un petit peu compliqué pour nous à distance. Et grosso modo, ce qu'il faut retenir de cette coupe, c'est que la partie droite, c'est la partie qui permet de rentrer dans le pavillon. Et plus vous allez vers la gauche, plus vous allez vers l'exposition permanente. Et donc, on va avancer un petit peu. Non, on remonte parce que, d'accord. Voilà, donc on bouge pas. Donc, ce qui veut dire que si je repars là-dessus, c'est que vous avez donc 2 espaces sur la droite, on rentre dans le pavillon, et plus on va vers la gauche, plus on va vers l'exposition permanente que j'évoquais tout à l'heure. Il y a des espaces d'exposition temporaire que j'évoquais tout à l'heure sur un espace d'environ 100 mètres carrés. Et vous avez un 3e type d'espace qui est un espace qui est dédié à tout ce qui est event, qui permettent d'accueillir avec des salles de réunion. Je sais que Lucien ou Business France ou même les CCE vont utiliser cet espace-là, mais ça permet effectivement de pouvoir réunir des intervenants, de pouvoir faire des conférences, et vous avez, pour faciliter effectivement tout ce qui est networking et le côté convivial, tout un bistrot qui sera opéré par Kaiser. Donc ça, c'est l'espace event, et vous avez des espaces qui sont plus grand public, qui permettent effectivement d'attirer, les différents visiteurs sur le pavillon, à travers une boulangerie-pâtisserie qui est en rez-de-chaussée, qui est sur la droite, là, je peux pas prendre la main, mais qui permet effectivement de pouvoir attirer les visiteurs dans la file d'attente. Vous avez également une boutique qui sera traitée par la société Arteum et les Tricots Saint-James. Donc, grosso modo, le pavillon France, c'est comme si c'était un gros paquebot qu'on doit faire arriver évidemment à bon port, mais qui permet d'organiser des événements qui permettent de mettre en avant les savoir-faire et l'audace française à travers un hymne à l'amour, et qui s'adresse à la fois à des acteurs institutionnels, puisqu'on aura beaucoup de ministres, etc., mais aussi à des acteurs des terroirs. J'ai évoqué Dunkerque, j'ai évoqué aussi la région Bourgogne. On a aussi des contacts avec tout ce qui est la région PACA, donc ça bouge pas mal. Et donc c'est l'élément à retenir, c'est que c'est un vrai paquebot qui permet de pouvoir mettre en avant tout ce qui est rayonnement de la France, et qui permet effectivement d'accueillir des partenaires comme vous et de pouvoir mettre en place des relations avec des autorités ou des entreprises japonaises. Quelques visuels du chantier. C'est la dernière. Donc là, c'est un petit peu avancé depuis lors puisque ça va très très vite et puisqu'on devra, et de toute façon, on n'a pas le choix, présent le 13 avril 2025 pour ouvrir et accueillir un certain nombre de personnalités. Donc, merci beaucoup Sophie et Laurent. Écoutez, moi, je vais essayer d'être aussi le plus bref possible pour vous permettre quand même de
parce que vous êtes tous en activité, et puis nous verrons tout de suite après s'il y a des questions un peu plus précises. Donc voilà, MyCom Expérience a été choisi avec la CPME 31 et la CPME nationale et d'autres CPME aussi pour la participation à l'exposition universelle de leur mission qui aura lieu du 2 au 9 octobre. Donc d'abord, pour vous situer pourquoi notre investissement à l'exposition Osaka, c'est que nous avions fait une opération déjà avec la Tofrex et donc sur l'exposition universelle de Dubaï, qui avait rencontré un très grand succès. Et nous avons pensé que maintenant, il fallait aussi renouveler notre expérience sur Osaka. Et nous sommes devenus même mécènes. Donc, comme vous l'avez vu sur les différentes thématiques, nous sommes devenus mécènes et donc partenaires officiels thématiques du pavillon France. Nous en sommes vraiment très heureux. Nous allons donc vous faire découvrir un petit peu en 8 jours environ cette mission. Nous avons à avoir 2 points forts, si vous préférez, pour votre mission. La mission va être sur Tokyo et sur Osaka, puisque ce sont les 2 points les plus importants de la mission, et avec une possibilité à la fin de votre séjour, si vous désirez continuer et découvrir une des plus belles régions du Japon, qui est le Kansai, avec Kyoto, Nara, Hiroshima, ainsi de suite, qui font le point fort du Kansai. Pour revenir donc à cette mission, grâce à la participation avec la CCFJ et avec Business France et la CPME Sur, bien sûr aussi, nous allons organiser 2 journées professionnelles assez importantes qui aura lieu donc le 4 et le 5 à Tokyo. Et après, nous allons aussi vous permettre de vous rendre à l'exposition universelle 2 jours plus tard, et qui va nous permettre de passer d'abord sur le pavillon France, et nous avons prévu d'organiser une après-midi de conférence suivie par un cocktail dînatoire sur le pavillon France. Alors, pour revenir aux journées professionnelles qui sont assez importantes, bien sûr, nous les adapterons par rapport aux participations et nous allons établir un programme avec les 2 CPME nationale et 31 par rapport aux participants. Mais déjà, nous pouvons vous annoncer que nous allons aborder quand même pas mal de sujets, l'intelligence artificielle, le métaverse, la cybersécurité, la robotique. Mais la thématique que nous avons donc pris en tant que mécène et en tant que partenaire, c'est le sport. Donc, nous allons monter des programmes vraiment très, très pointus. L'élaboration est en train de se réaliser là, et nous allons donc après vous communiquer donc ce programme qui, pendant la quinzaine de MyCom, vous permettra de découvrir un monde assez intéressant du monde sportif, parce que vous savez que le Japon est très, très investi dans le sport. Et nous avons décidé de monter une autre thématique, parce que cela est de circonstance. À Tokyo, à côté de Tokyo, va se passer le salon Biosanté. Et nous avons décidé de monter un programme qui va s'appeler la santé dans le sport. Donc, nous aurons de très, très grands intervenants qui vont intervenir aussi bien à Tokyo qu'à Osaka. Et nous sommes en train nous allons vous faire découvrir 2 personnages assez importants dont je ne peux pas nommer le nom pour l'instant, mais qui sera sur notre communication très bientôt, et qui va vous faire découvrir un monde dans la gestion, et surtout dans la gestion aussi bien dans le cadre des entreprises que du particulier. Donc ça va être notre thématique qui va être très fort. Nous aurons aussi des rencontres sûrement avec des grands sportifs, aussi bien dans le monde du judo, du rugby, enfin tout ce qui fait le point fort du sport japonais. Nous sommes même en train de mettre ça en place actuellement, et donc notre programme devrait sortir sur la fin février, je pense, avec tous les détails. Voilà. Alors sachez aussi autre chose qui est très, très important pour nous, c'est que MyCom a expérience et a décidé de se positionner sur toutes les thématiques. Ça c'est très important. Donc avec des points forts, puisque nous sommes en train de monter un programme aussi pendant l'égalité parité, la quinzaine égalité parité, avec les femmes chefs d'entreprise, mais pas spécialement club, mais toutes les femmes chefs d'entreprise françaises. Et nous avons eu confirmation de pas mal de femmes japonaises, qui sont intéressées pour participer à cet événement. Donc là aussi, nous sommes en train de finaliser notre brochure avec des noms vraiment de très très importants
de personnes et surtout la thématique et la position de la femme dans les sociétés japonaises. Bien entendu, par rapport à ces 2 journées à Tokyo, nous aurons, grâce à la CCFJ et Business France, la possibilité pour ces PME et ETI de participer à ces journées professionnelles et avec des rencontres que vous pourrez personnaliser après avec ces 2 organismes. Le but pour nous, c'est vraiment du networking, des rencontres professionnelles et après la concrétisation de partenariats beaucoup plus poussés avec la CCFJ et Business France. Voilà, donc pour vous dire que nous sommes sur toutes les thématiques, nous avons à peu près 20 départs qui pourraient correspondre aussi à votre, si ce thème n'est pas, ou cette période ne correspond pas à votre envie d'aller d'aller au Japon, nous avons la possibilité de répondre à toutes demandes puisque notre premier départ était le 16 avril et le dernier sera bien entendu le 9 octobre puisque c'est la dernière semaine de l'exposition universelle. Voilà, nous avons des sites bien sûr adaptés à cela, mais le plus important maintenant est donc cette participation. Le Japon est un pays qui est très demandé actuellement. Vous avez dû suivre, la destination est très prisée au niveau de la France. Où il est aussi très important, je voulais y revenir parce que j'en profite pour participer à ce webinaire, c'est que nous avons monté un programme spécial architecte, avec des rencontres avec Monsieur Su Fujimoto qui est à la base du ring, de l'exposition universelle, qui aura lieu du 29 mai au 6 juin. Et là, nous avons eu la chance, pour les architectes, ceux qui sont dans le monde de l'architecture, nous avons eu la chance d'avoir des chambres à Naoshima, au complexe BNC, au musée BNC, qui est quand même assez rare. Et voilà, donc je voulais juste vous signaler ça. Donc sur le plan technique, ce sont des vols directs, aussi bien sur Tokyo que sur Osaka. Ce sont une qualité d'hôtel 5 étoiles supérieure en règle générale que nous avons choisi. Nous sommes, pour vous situer quand même à Osaka, il faut savoir que l'exposition se trouve à 45 minutes de Tokyo, en métro. Et donc, nous allons privilégier surtout dans tous nos déplacements les moyens locaux. Vous savez que le Japon est très bien équipé au niveau des transports. Voilà. Donc, c'est pour ça que je pense que nous avons tous un intérêt d'aller au Japon, mais 2 fois plus en 2025 avec l'exposition universelle. Et surtout, je reste persuadé, parce que pour l'avoir vu et déjà avoir un aperçu de ce qui va se passer sur le pavillon France, je pense que le pavillon France va être un des plus visités et un des plus intéressants et plus beaux. Ce n'est pas du chauvinisme, vraiment, je peux vous l'assurer. Le pavillon France va être un moment incontournable, sur l'exposition universelle. N'hésitez pas à nous contacter. Si nous avons bien entendu nos sites qui sont adaptés pour ça, et puis pour tous les participants, et à la fin de ce webinaire, vous avez tous nos coordonnées pour nous contacter. Merci beaucoup, Monsieur Bonardel, merci beaucoup, Sophie, et merci beaucoup la CPME encore nationale et 31 de nous avoir accordé leur confiance.